Bonjour tout le monde et bienvenue. Stéphie, je vous donne maintenant la parole et nous allons commencer avec vous pour ce webinaire aujourd'hui. Stéphie, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. En fait, j'envoyais un message à nos participants pour leur faire savoir que nous allons commencer. Les autres participants sont en train de nous rejoindre. Bonne journée, bonne après-midi, bonne matinée, bonne soirée. Cela dépend de votre fuseau horaire. Et vraiment, au nom de JNC, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire sur la plaidoyer et la mobilisation des ressources. C'est le troisième et le dernier webinaire de 2024 dans cette série de webinaires sur la mobilisation des recherches. Et nous avons lancé ce webinaire du pôle mondial sur la nutrition. Un petit peu plus tôt dans l'année, nous avons de l'interprétariat en français, en anglais et en espagnol. Et donc, pour avoir accès, si vous voulez, au webinaire, donc l'interprétation est accessible en cliquant sur l'icône du globe correct en bas de votre écran. Et donc, nous avons 4 langues dans ce webinaire: français, anglais, espagnol, arabe. Mais si vous avez le moindre problème technique pour avoir accès à l'interprétariat, vous nous faites signe immédiatement dans la boîte de conversation. Et donc, je vais vous présenter également la présentation de Doug et également je vais parler des acteurs nationaux et locaux qui n'ont pas eu l'opportunité de nous rejoindre lors des 2 premiers webinaires. Cette série de webinaires ont été lancés par le Pôle mondial sur la nutrition au mois de juin en collaboration avec les partenaires nationaux et locaux pour financer les partenaires pour soutenir la mobilisation des ressources et les partenaires nationaux et locaux pour augmenter leur accès au financement humanitaire mondial direct. Cette initiative, comme nous le voyons de la représentation, c'est par rapport aux engagements de localisation mondiaux, mais également avec le cadre de localisation du pôle mondial sur la nutrition, les priorités qui sont présentées ici. Ça inclut évidemment la localisation, la feuille de route qui a été lancée un petit peu plus tôt cette année, également le plan d'action d'engagement de notre partenaire qui a été lancé cette année. Et comme vous pouvez voir également sur cette diapositive. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, comme on le voit sur cette diapositive, si vous voulez, le financement humanitaire mondial est fourni par des acteurs nationaux à hauteur de 5%, même quand on combine les flux de financement direct et indirect. Donc, c'est montré, si vous voulez, dans ce graphique. Et on est très loin, si vous voulez, de l'objectif qui devrait être de 25% des financements qui devraient être alloués aux acteurs nationaux et locaux. Donc, c'est pour ça que, si vous voulez, par rapport à cet écart que nous avons, le Pôle mondial sur la nutrition a lancé cette initiative. Nous espérons fournir un espace pour l'apprentissage, pour l'échange entre les acteurs nationaux et locaux. Évidemment, il y a des défis à relever, mais aussi des solutions et des opportunités et des stratégies pour l'accès aux acteurs locaux et nationaux. Jusqu'à présent, on a eu 2 webinaires et donc on avait donc une participation active d'à peu près 350 partenaires. Donc après ces premiers webinaires qui se focalisaient sur la nutrition mondiale en situation d'urgence et le paysage financier, les éléments clés, c'est vraiment de renforcer la capacité de proposition. Et aujourd'hui, on parle de la mobilisation des ressources et le plaidoyer pour la mobilisation des ressources. Donc, nous avons évidemment nos partenaires locaux et nationaux qui nous ont rejoints lors des premiers webinaires. Et on a également fait une enquête sur le plaidoyer et la mobilisation des ressources. Également, le deuxième sujet du deuxième webinaire, ça faisait partie évidemment des 5 sujets qui avaient été sélectionnés et à qui nos partenaires locaux et nationaux avaient donné la priorité. Les 2 domaines que l'on voulait explorer, c'était, si vous voulez, la mobilisation des ressources euh, et la compétence de mobilisation des ressources. On a donc des partenaires locaux et nationaux de Kenya, d'Ouganda, de Venezuela, du Yémen et également, on a, si vous voulez, la collaboration et le support du groupe de travail de communication des plaidoyers du pôle mondial sur la nutrition, également service d'aide catholique, Catholic Relief Services, nutrition pour le développement et maintenant le réseau de la société civile pour augmenter la nutrition. Et les objectifs de notre webinaire aujourd'hui, c'est de partager les stratégies et les meilleures pratiques, et également le plaidoyer
pour nos partenaires locaux et nationaux pour augmenter leurs engagements par rapport aux donneurs stratégiques et également mobiliser les ressources pour leur programme de nutrition. Et le deuxième objectif de ce webinaire, c'est de fournir un espace d'échange pair à pair parmi les partenaires nationaux et locaux sur les initiatives clés qui ont été couronnées de succès pour faire avancer notre plaidoyer de partenaires locaux et nationaux et la ressource pour les programmes de nutrition et la mobilisation des ressources. Maintenant, nous allons évidemment dire bonjour, si vous voulez, à nos invités prestigieux, nos facilitateurs du pôle mondial sur la nutrition de l'UNICEF et gouvernements locaux et nationaux, les entités non gouvernementales qui sont présentes qui sont présentées euh, dans cette image. Et nous avons également un premier segment qui va parler des meilleures pratiques sur le plaidoyer, la plaidoyer qu'on ait de ressources pour la mobilisation des ressources. Et le deuxième segment, ce sera les expériences des pays. Nous aurons 4 pays que nous avons présentés qui vont parler de leur plaidoyer qui a eu un impact et des initiatives de mobilisation des ressources qui a été couronnées de succès pour soutenir, on espère, d'autres acteurs nationaux et locaux qui veulent augmenter la diversité de leur financement, de leur base de financement. Donc, nous allons d'abord, si vous voulez, donner la parole pour des questions-réponses interactives. Et on invite nos partenaires à poser des questions, à partager des contributions. On aura 15 minutes pour ce segment. Et si vous voulez, avant d'arriver à la fin du segment de ce webinaire, les partenaires qui nous rejoignent aujourd'hui peuvent également partager leurs questions ou leurs contributions en utilisant la boîte de questions-réponses. Donc, maintenant, sans perdre du temps, donc on ouvre le segment 1 et j'invite, si vous voulez, Magdalena Mactis, également elle est de l'UNICEF, du programme d'urgence, du bureau de programme d'urgence de l'UNICEF pour partager des réflexions sur ce qui rend une stratégie de plaidoyer couronnée de succès. Merci beaucoup Magda, merci Stéphanie. Bonjour à tout le monde. Je suis vraiment heureuse d'avoir l'opportunité de partager ce webinaire avec vous. Et si vous voulez, donc je suis Lene Deldamaktis et je suis stratégie de plaidoyer de communication, bureau de programme d'urgence de l'UNICEF MOPS. J'ai plus de 15 ans d'expérience et je travaille dans le secteur privé et également dans les développements des programmes de développement humanitaire et également au niveau mondiaux, régionaux et nationaux. Pour le langue de cet événement, je vais parler en anglais. Vous pourrez échanger avec moi dans la séance de questions-réponses à la fin de la présentation. Nous allons également parler en espagnol. Vous pouvez également poser vos questions en espagnol ou en français également si vous voulez. Pour ce premier segment du webinaire, comme ça a été annoncé, je vais parler de stratégie, de plaidoyer mondial couronné de succès, des meilleures pratiques, ce qui veut dire pour augmenter l'engagement des donateurs et la mobilisation des ressources pour la nutrition dans les programmes d'urgence. Donc, si vous voulez, euh, donc, donc, je travaille à l'UNICEF au niveau, si vous voulez, mondial. Je travaille au bureau et au siège des programmes d'urgence. Je vais partager cette expérience pour qu'on façonne une stratégie de plaidoyer humanitaire mondiale pour l'organisation. Donc, on veut évidemment améliorer stratégiquement la mobilisation des ressources pour amener un changement positif à un groupe de population. Pour ça, on a besoin évidemment de stratégies de plaidoyer, parce que le plaidoyer, c'est la stratégie de changement préférée pour construire un changement positif avec les donateurs, si vous voulez, envers l'objectif que l'on a pour l'organisation des programmes. Par exemple, si on veut améliorer, si vous voulez, la nutrition des enfants qui ont une urgence humanitaire, ou passer d'un état à un état où la situation s'améliore, c'est donc un changement de stratégie. On veut co-créer cette stratégie avec les donateurs. Donc, comment est-ce qu'on construit cela? Et c'est ce que vous voyez sur cette diapositive. Pour créer, si vous voulez, une stratégie de plaidoyer, c'est un processus. Et on commence par analyser la situation, donc analyse de situation, et on identifie le problème ou les problèmes, et on définit les priorités de plaidoyer. C'est vraiment, si vous voulez, c'est les thèmes, les sujets principaux par rapport auxquels l'organisation, votre programme veut faire le plaidoyer pour, si vous voulez, atteindre
le changement positif que vous voulez atteindre. Donc, pour donner un peu de contexte avec l'UNICEF, donc, par exemple, pour avoir une stratégie de plaidoyer humanitaire, c'est à cause d'une crise humanitaire, si vous voulez, qui est croissante. Donc, c'est pour avoir une démarche du plaidoyer qui est plus structurée, qui est et pour avoir une meilleure réponse par rapport au changement que l'on veut voir pour les enfants. Donc, on construit cette stratégie et je vais partager avec vous des recommandations et des enseignements tirés. Donc, prochaine diapositive. Donc, on va parler, si vous voulez, des défis à relever et des enseignements tirés. Donc, si vous voulez. Donc, si vous voulez. Donc, si vous voulez utiliser la stratégie de plaidoyer pour mobiliser les ressources, donc déjà dès le départ, c'est recommandé. C'est très utile d'avoir une cartographie des responsabilités et des capacités qu'on a au sein de l'organisation ou de votre niveau de partenaire. Pourquoi? Parce que parce que vous pouvez comme ça évaluer quelles sont vos véritables capacités pour avancer et avoir une planification réaliste depuis le début. Et pour définir pour qu'il y ait une mise en œuvre claire de la stratégie. Dans ce cas-là, vous avez une très bonne, vous avez une bonne idée de la responsabilité. Et vous avez également des séries claires d'étapes et des objectifs intermédiaires réalistes. Donc, depuis le début, donc, ça doit être évidemment réadapté alors que l'on avance selon la situation de vos parties prenantes. Donc, je dirais, enseignement tiré, c'est mieux de marcher ensemble avec vos partenaires, vos parties prenantes, que de respecter le calendrier, mais vous n'êtes pas vraiment bien connecté avec le reste de vos parties prenantes. Également, donc, donc je vais partager avec vous ce qu'il y a de plus important pour moi, les enseignements tirés les plus importants. Ayez des relations, construire des relations proches avec vos donateurs et les donneurs potentiels. Évidemment, ça va au-delà des meilleures pratiques, parce que la qualité du travail, c'est le palier. Il faut avoir la meilleure qualité possible, évidemment. Mais construire une relation humaine, c'est très, très, très important. Et donc, je vais vous donner un exemple. J'ai fait l'expérience de cela il y a quelques semaines quand quelqu'un dans mon équipe a organisé une réunion avec un des pays donateurs de nos programmes qui visitait la ville. On a fait un échange personnel. Ce n'est pas forcément en personne, ça peut être par vidéo, mais si vous voulez. Mais si vous voulez prendre le temps de construire un rapport et de partager votre point de vue d'humain à humain, ça peut vraiment vous faire avancer énormément parce qu'on peut réaliser quels sont les points communs que vous avez avec votre donateur. Le donateur est également une personne qui fait partie d'une organisation. Ils ont des préoccupations, des défis à relever. Et en partageant cela, vous réalisez quels sont vos objectifs communs. Et vous partagez d'humain à humain, d'être humain à être humain. Et c'est une manière de construire cette relation. Et c'est la clé pour comprendre comment vous pouvez travailler ensemble et comment vous pouvez donner de la valeur aux donateurs d'une manière significative. Lié à cela, évidemment, si vous voulez, faut s'assurer, la narration n'est pas centrée autour de l'argent. Si vous avez ce lien humain à humain, dans ce cas-là, l'argent va suivre. Donc, donc, c'est pour éviter de répéter tout le temps les messages clés comme on a besoin de financement. Mais être sensible au narratif, à l'histoire, au récit, et qui vous touche vous, mais qui les touche eux. Vous les écoutez, et après vous pouvez construire un récit. Donc pour les recommandations, pour mobiliser les ressources, si vous voulez, au niveau général mondial, c'est d'avoir une théorie de changement rigoureuse. Il faut vraiment être rigoureux, c'est-à-dire appliquer une théorie de changement si vous voulez, à la stratégie de plaidoyer que vous allez conduire pour vraiment envisager quel est le changement positif que vous avez l'intention de l'intention de faire. Et les capacités, les ressources, évidemment. Une autre recommandation clé, c'est d'utiliser les preuves. Parce que quand vous utilisez
les preuves que vous utilisez pour développer votre argumentation et votre récit, il y a un niveau, si vous voulez, de confiance et on ne peut pas construire ça sans informations clés. Et également, si vous avez également un contenu adapté et convaincant, c'est plus simple de construire ces rapports et d'avoir une relation avec le donateur. Possible, il faut que ce soit adapté, le contenu adapté. Vous allez développer une stratégie de plaidoyer, et vous aurez également un récit général à développer, mais chaque partie prenante est différente. Si vous voulez adapter le contenu à chaque partie prenante, dans ce cas-là, évidemment, ce sera beaucoup plus facile, si vous voulez. euh, et vous aurez de la confiance qui va continuer à grandir si c'est pertinent. Il faut toujours que ce soit pertinent. Et donc, donner la priorité à l'interaction humaine, ce que l'on amène autour de la table, ce que l'on a en commun, parce qu'on veut co-créer avec le donateur. On veut travailler ensemble pour arriver au changement que l'on veut voir. Une autre recommandation, quand on parle d'urgence, le récit que l'on veut amener sont difficiles, sont durs. Même s'ils sont durs, s'il y a quand même de la positivité, même quand on parle des réalités les plus dures, vous serez vu comme un agent de changement, s'il y a quand même de la positivité. Et pour terminer, je dirais, donc, pour résumer, vous voulez générer un changement positif avec le donateur. En d'autres mots, vous voulez construire de la confiance. Construire de la confiance, c'est vraiment une stratégie clé pour mobiliser les ressources. Et je vous remercie beaucoup. Et si vous avez des questions, je serai heureuse de répondre à vos questions à la fin de la deuxième section lors de la séance questions-réponses. Et maintenant, je donne la parole au reste des conférenciers. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Magdalena, pour cette perspective globale très précieuse. Et pour nous rappeler l'importance évidemment de chercher des fonds, des financements également, mais d'avoir un partenariat avec les donateurs stratégiques. C'est vraiment critique pour sécuriser le soutien durable pour nos programmes de nutrition avec nos partenaires pays. Et maintenant, on parle au deuxième segment de ce webinaire qu'on va se focaliser sur les initiatives menées par les acteurs locaux et nationaux. Donc, on voit des acteurs locaux et nationaux et partagent d'expériences Yémen, Kenya, Ouganda, Venezuela. Maintenant, nous sommes avec Abdul Kawi Ajab, responsable du programme de localisation à la Fondation Tandem Youth, pour qu'il partageait avec lui du plaidoyer couronné de succès et des stratégies de mobilisation, d'optimisation de localisation et le mécanisme de réponse. Bonjour, bonne soirée, bon après-midi à tous ceux qui participent. Merci beaucoup merci beaucoup au pôle mondial sur la nutrition qui nous donne cette opportunité d'être avec vous. Je vais partager notre expérience du Yémen. Je suis Abdul Hayem, je suis responsable de programme de localisation, Fondation Tandim pour la jeunesse, initiative pour la localisation et l'optimisation des mécanismes de réponse au Yémen. L'initiative de localisation au Yémen, c'est un mouvement par des acteurs locaux pour faire la promotion de la localisation de nouveau au Yémen. On a vu de plus en plus de voix d'acteurs locaux se sont élevées pour mobiliser le financement et également pour transformer le système précédent. Dans un contexte comme le Yémen, la localisation, l'initiative de localisation a commencé au mois d'août 2021 et pour l'instant, si vous voulez, on est 15 membres de l'équipe de secteurs divers comme des acteurs nationaux euh, au niveau national également et également des organisations menées par des femmes au niveau national. Et notre objectif, c'est vraiment de faire la promotion et de faire le plaidoyer pour la localisation et, et l'application, si vous voulez, euh, euh, pas sur l'ordre du jour, si vous voulez, pour faire des demandes de subventions. Et lorsque toute autre de questions se pose localement,
Et jusqu'à présent, on a, on a un réseau d'acteurs locaux. Ce réseau est pour le plaidoyer et l'apprentissage, apprendre ce qu'est la localisation, pour qu'on puisse faire le plaidoyer avec les donateurs, les intermédiaires, les Nations Unies, etc. Euh, Donc, on a une feuille de route euh, pour diffuser cette stratégie de localisation pour le Yémen. Donc, c'est une feuille de route nationale pour la nation. C'est une feuille de route nationale pour la localisation au Yémen et elle a été effectuée en consultation avec les différents acteurs au Yémen, y compris le gouvernement et les autres secteurs. Au Yémen, il y a, il y a un contexte vraiment différent pour la localisation. Donc, on a inclus le secteur privé et on a également travaillé avec nos consultants et les acteurs divers dans le gouvernement et également euh, les, les organes dirigeants, également les organes dirigeants au Yémen. Et on a collaboré également et coordonné cette initiative avec, avec des réseaux mondiaux, les réseaux originaux qui font le plaidoyer pour la localisation, comme par exemple IGBA, NIR, euh, et on s'est également connecté avec Grand Bargain et on a essayé également de chercher et de rechercher une autre solution pour le financement, pour le, pour le financement des actions de développement humanitaire au Yémen, pas uniquement, et qui dépendent pas uniquement des donateurs ou du gouvernement, qui donnent au Yémen, qui donnent la réponse pour le Yémen. Donc on a commencé avec, avec, avec le secteur privé. Donc, ça peut être une grande, grande ressource pour le financement. Donc, on a fait une analyse du rôle et du secteur privé au Yémen. Et on a développé un guide sur comment s'engager avec le secteur privé et leurs réponses. Comment utiliser le pouvoir du secteur privé dans la réponse. Et donc, ce qui est important, c'est également la responsabilité sociale des entreprises. Et il y a également, on a exploré d'autres techniques euh, pour la durabilité des ressources, euh, pour la réponse au contexte du Yémen. Et, et également l'investissement social, les biotech également. On a un projet ou des projets. Donc, c'est un nouveau concept au Yémen. Comment est-ce que les ONG ou les organisations à but non lucratif effectuer des investissements et, et que les ressources soient durables euh, pour s'assurer d'une durabilité. Donc voilà des exemples, des résultats que nous avons jusqu'à présent. Les facteurs qui nous ont aidés si vous voulez, à réussir par rapport, pour choisir les parties prenantes, c'est pas seulement les acteurs locaux, mais également la collaboration.
Et également, c'est complémentaire avec d'autres acteurs, des acteurs mondiaux, comme Igba Mir, et également des connexions avec la Grand Bargain. Et ça nous a beaucoup, beaucoup aidé euh, pour élever notre voix et pour apprendre sur la localisation. Parce que nous, en tant qu'acteurs locaux, la localisation, avant 2021, c'était vraiment un concept complètement nouveau pour nous. Donc la collaboration et les acteurs divers également, comme ICFA, MIR, nous a beaucoup, beaucoup aidé et on a réussi à réussir. On a réussi ce que nous voulions entreprendre. Également, ça nous a aidé à atteindre les donateurs et, et à lever, à élever notre voix, pas uniquement pour une organisation ou pour un type d'acteur, mais on avait donc une feuille de route sur la stratégie de plaidoyer. Et là, si vous voulez, avec cette feuille de route, on pouvait atteindre euh, un objectif de plaidoyer clair avec les donateurs et, et, transmettre la voix de la plupart des acteurs, y compris le gouvernement, et également les organismes gouvernementaux et également le secteur privé par rapport à la réponse au Yémen et également, et ça c'est applicable évidemment aux ONG et également aux ONG internationales. L'autre chose, les facteurs de succès, c'était également d'explorer, c'est d'explorer, si vous voulez, une mobilisation de ressources innovantes en tant que solution lorsque il y a une diminution, une baisse des ressources. Et, et également une solution euh, par rapport aux besoins humanitaires dans un contexte comme le Yémen. Ce n'est pas facile si vous voulez, d'avoir une réponse qui est statique, qui reste toujours la même, ou d'avoir une démarche ou des principes qui sont toujours statiques, qui sont toujours les mêmes. Pas, si vous voulez, on ne peut pas rester dans une situation d'urgence pendant très 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 longtemps. Euh, Ça nous a aidé beaucoup à explorer des solutions alternatives et pour la durabilité des ressources et pour que ces ressources puissent se fournir des solutions dans le contexte d'un baisse ou d'un abandon, d'une baisse de fonds ou d'un abandon de la part des donneurs. Donc, si vous voulez, donc, euh, donc c'était par rapport à et également trouver des ressources innovantes et également des investissements sociaux et d'autres techniques que l'on a explorées. Par exemple, la participation de la communauté dans la réponse. Prochaine diapositive. Donc voilà euh, les facteurs qui ont le plus réussi. Évidemment, les défis. On avait beaucoup de défis que l'on devait relever. Donc la science, c'est vraiment, si vous voulez, un nouveau concept pour nous avec la localisation. C'était vraiment un nouveau concept pour nous au Yémen. La plupart des ONG ou des acteurs locaux euh, ont appris ça très, très, très récemment. Un des défis auquel on doit toujours faire face à l'heure actuelle, c'est la baisse de financement euh, en- envers les acteurs locaux en comparaison avec les acteurs internationaux. Bien sûr, il y a, il y a un contexte vraiment difficile au Yémen par rapport au risque si vous voulez, de déplacer les ressources aux acteurs locaux. Mais en fait,
heu, mais si vous voulez, il y a pas de solution, p par les acteurs internationaux pour, régler cela. Même les grandes organisations internationales ne peuvent pas régler ce problème. Heu et optimiser la capacité des acteurs locaux pour, absorber tout l'ensemble de ces ressources, pouvoir recevoir un volume très, très, très élevé de ressources. Donc ce problème, donc si vous voulez, ce problème est toujours présent. On a juste 2 des ressources, sont directement, données aux acteurs locaux au Yémen, de la part des ONG locales et donc c'est vraiment un montant très, très, très peu très, très, très faible en comparaison avec si vous voulez, ce à quoi, on s'était engagé, lors si vous voulez, lors du grand compromis normalement ça devait être, dirigé vers les acteurs locaux, mais on n'a pas réussi, à faire ça, ça n'a pas réussi à les atteindre. Donc il y a que 2 et la plupart des fonds, donc les financements, c'était les acteurs internationaux. Également, il y a une grande, si vous voulez, il y a un grand écart dans la coordination des réponses et également, par rapport aux autres acteurs qui peuvent fournir une bonne solution à la réponse au Yémen. Donc, par exemple, le secteur privé, par exemple, lacune du secteur privé, en fait, jusqu'à présent, le secteur privé et également, il y a le secteur, de la foi, heu et l'engagement du secteur privé est très, très, très faible, soit par les acteurs internationaux ou par les acteurs locaux pour atteindre et établir des partenariats avec les acteurs pour qu'ils obtiennent des ressources et ça, c'est un problème, ça, c'est un des défis pour la réponse au Yémen. Également un des grands défis, un grand défi pour nous, acteurs locaux au Yémen, c'est l'énorme évidemment, besoin. Les besoins sont énormes, énormes, énormes. Heu, les réponses humanitaires et le plan de réponse humanitaire n'est pas couvert. Cette année, par exemple, juste, qua 40 heu, dont besoins non satisfaits, 47 heu, donc besoins non satisfaits, 47 des besoins de financement ne sont pas satisfaits, heu dans, avec des pénuries critiques dans les secteurs de l'eau, de l'assainissement, de l'hygiène, de l'abri, de la nutrition. Donc heu, donc si vous voulez, c'est très difficile pour les acteurs locaux de répondre. Également, la barrière du plaidoyer, obstacle au plaidoyer. Donc la capacité des acteurs locaux de faire le plaidoyer, et de faire un réseautage, d'être en réseautage et de collaborer entre eux pour, faire, le plaidoyer pour la localisation et nous également, heu et avec également les réseaux internationaux, les acteurs internationaux qui font le plaidoyer. Donc, ce sont les défis clés auxquels on doit faire face. Ce dont ce que l'on doit faire évidemment pour, surmonter ces défis, on a besoin d'un plaidoyer dont le moteur serait les données. Donc un plaidoyer dont le moteur serait les données et également connecté avec les plateformes, internationales pour amplifier la voix des acteurs locaux. Également, on doit explorer des solutions alternatives. Par exemple, le secteur privé et également, heu, c'est également peut trouver de bonnes opportunités pour, les ressources, pour s'assurer au cas où il y a une baisse évidemment, et au cas où il y a une baisse de dons de la part des donneurs et on recommande également tous les acteurs également, qui sont au Yémen ou en dehors du Yémen,
de, de surmonter ces défis. Mais ces défis sont applicables au Yémen, mais partout, pas uniquement au Yémen. De faire le plaidoyer pour la localisation, et une bonne localisation est d'établir des réseaux pour le plaidoyer. C'est-à-dire, les organisations, les indivisions individuelles ou les initiatives individuelles doivent établir des réseaux, travailler en réseau collaboratif dans vos pays et entre vous, et vous connecter avec les réseaux de plaidoyer mondiaux, les réseaux mondiaux. Parce que faut construire un réseau national et également se connecter avec les réseaux mondiaux et également explorer des solutions alternatives pour le financement. Ne restez pas connecté uniquement aux donateurs. Il y a d'autres opportunités, beaucoup d'autres opportunités euh, que vous devez explorer autour de vous. Par exemple, le secteur privé, également la responsabilité sociale des entreprises, participation de la communauté, etc. On vous recommande également le, le secteur privé doit être une cible pour les ressources et également le plaidoyer pour les ressources. Également, investissement social, vous pouvez trouver les bonnes pratiques et, pour les appliquer dans votre pays ou votre organisation comme solution alternative pour les ressources. Également, lorsque vous avez une baisse des ressources, que vous avez pour la durabilité également des ressources de votre organisation pour pouvoir être durable et faire le plaidoyer pour vos ressources et pouvoir répondre aux besoins de votre communauté. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et de nous avoir donné cette opportunité de partager notre connaissance et nos apprentissages du Yémen. Et nous serons très, très, très heureux de répondre à toutes les questions que vous avez à nous poser. On vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Abdul Kawi, d'avoir partagé ces recommandations très, très utiles de localisation pour les mécanismes de réponse au Yémen. D donc si vous voulez ne pas, simplement être à travers des intermédiaires et donc si vous voulez, voir comment vous pouvez, explorer la diversification des sources pour le financement. Et maintenant on passe au Kenya. Je donne la parole à David Elek, coordinateur départemental de la nutrition. Donc il va par au gouvernement de comté de Marsabit, il va partager l'expérience de renforcement, des systèmes, pour les interventions multisectorielles pour la nutrition, pour une meilleure nutrition. Je vous demande de ne pas dépasser les 10 minutes qui vous sont imparties. Je vous remercie beaucoup. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle David. Je suis du Kenya. Donc bonjour du Kenya. Et je travaille pour le gouvernement local de Marsabit. C'est dans le nord du Kenya. Le Kenya a une frontière avec l'Éthiopie au nord. Et je présente ces expériences personnelles, travailler avec la communauté personnelle et tous les autres partenaires dans cette région. Et c'est une expérience du terrain où on a travaillé avec la communauté à Marsabit. Donc, si vous voulez, c'est euh, réponse de matériel de formation pour réponse multisectorielle pour mobilisation des ressources. Entre l'année 2021 et 2024 à Isolo, Marsabit, Isolo, Marsabit au Kenya. Ces deux pays, Isolo et Marsabit, c'est deux comtés parmi 27, 47 comtés au Kenya. Et il y a certaines zones qui ont des défis à relever, surtout dans le contexte humanitaire. C'est un endroit très, très, très fragile. Dans,
transformation, contexte mondial de transformation par rapport au changement climatique. Et ce lieu a eu beaucoup de problèmes par rapport aux saisons depuis les 5 dernières années. Également, pendant cette même période, on a eu évidemment la pandémie du Covid-19. On a également on a eu des infestations également, des problèmes avec la sécurité, beaucoup d'insécurité également, des grands écarts dans la consommation de nourriture significative. Et il y a également des maladies élevées qui sont d'un niveau tout à fait inacceptable au sein de la population. Et il y a des communautés qui sont surtout pastorales. Il y a surtout, si vous voulez, 80%, 80% de la population qui sont des pasteurs nomades. Et donc, ils ont eu des problèmes également, des pertes euh, de bétail de plus de 50%. Et il y a également, il y a également si vous voulez, les récoltes qui ont échoué. Et donc, on a fait de la plaidoyer pour la mobilisation des ressources, pour sauver les vies, qu'ils retrouvent leur dignité et pour renforcer également la résilience des communautés locales pour qu'ils puissent, si vous voulez, faire face aux défis qui sont posés par rapport à ces différentes dynamiques. Par exemple, on a eu des problèmes avec le choléra, on a eu des problèmes, si vous voulez, euh, euh, avec la rougeole, etc. Prochaine diapositive. Donc, par rapport à ce plaidoyer, un des résultats clés que l'on a vu, c'est si vous voulez, heu, c'est donc améliorer le financement pour les interventions sur la nutrition par rapport à ces communautés locales. Une des choses que l'on a vues, c'est de plus en plus, si vous voulez, pour Mars Habite surtout, on voulait une augmentation des ressources de la part du gouvernement. Donc on a vu 80 d'augmentation d'allocation pour le financement de la nutrition et c'est donc le résultat d'un plaidoyer sur la nutrition qu'on a conduit autour de cette période. Et également, si vous voulez, on a eu une augmentation de 97 pendant 10 ans. Les ressources pour la nutrition se sont améliorées de 296 000 dollars à 12 millions de dollars. Donc, ça a été alloué dans le budget euh, pour le comté d'Isolo. Et c'était la même chose pour Massalit, 2 millions de dollars. On est passé à 45 millions, 45 millions de dollars qui avaient été donnés pour le fonds de développement intégré pour le comté. C'était ce qui avait été donné, c'était la mobilisation des ressources qui avait été donnée par le gouvernement. Ça a été utilisé pour donner la priorité à des activités euh, sur lesquelles se focalise le gouvernement. Et c'est donc du plaidoyer. Et on a pu saisir l'ensemble de nos plans dans notre plan de développement intégré du gouvernement pour le comté. Et donc, si vous voulez, le résultat, c'est qu'on a eu une meilleure surveillance si vous, c'était la programmation basée sur l'épreuve. Et de nouveau, des interventions fondées sur les données probantes. Et donc, de nouveau, on avait un système de surveillance, disponibilité des preuves. On utilisait ça pour la planification, mécanisme de financement pour indiquer les besoins de ressources du gouvernement et toutes les parties prenantes dans le pays, également dans le pays. Et ces plans nous ont aidés à avoir des plans anticipatoires, comme vous le savez, d'après les données, si vous voulez, d'après ce que l'on voit avec les données, si vous voulez. S'il y a la probabilité que la situation va s'empirer, on utilise ces informations pour le plaidoyer. Et et également pour la disponibilité des ressources, l'allocation des ressources, et qui est engagée sur le niveau local. Si vous voulez, le développement également, une réponse d'action lors de ces moments difficiles. Et donc, on a vu, si vous voulez, des résultats de nutrition améliorés. Pour Marsabit également, Isolo, pour ces deux comtés. Surtout pour Marsabit, les niveaux de malnutrition aiguë se sont améliorés. C'était des niveaux critiques de 19,6% à 13,5%. Et c'était par rapport à des actions conjointes, des planifications conjointes, euh, également des activités de plaidoyer conjointes. On s'est assuré que les ressources étaient disponibles et qu'on avait des interventions différentes qui ont augmenté notre capacité pour répondre aux suggestions et également ou augmenter la résilience des communautés.
Et grâce à cela, on a vu de l'amélioration dans les niveaux aigus. Également, à Isolos, on s'est amélioré de 17,8% à 13,7%. Donc, c'était une bonne amélioration que l'on a notée pendant cette période, malgré les défis très, très, très difficiles que l'on avait, les efforts concertés, la collaboration et le partenariat à, si vous voulez, à améliorer ces résultats. Prochaine diapositive. Prochaine diapositive, merci. Alors, si vous voulez, facteur de réussite, renforcement de la collaboration et du partenariat multisectoriel. On a vu, si vous voulez, on a vu un engagement multisectoriel, et c'est le gouvernement qui dirige cela, et donc également et des interventions améliorées pour que les ressources soient mises ensemble. Et c'est basé évidemment sur les priorités du gouvernement. Et c'était mis en commun. On a pu répondre à ces moments difficiles et ça s'est amélioré pendant cette période. Donc, utilisation efficace des ressources. Donc, par exemple, pour l'instant, c'est un moment difficile et les ressources ne sont pas suffisantes, mais basées sur notre surveillance et sur nos données, on a pu donner la priorité à des domaines où on avait besoin de réponses urgentes et on avait une utilisation efficace de ressources où la population avait vraiment besoin. Et si vous voulez, ces démarches de données, nous ont vraiment aidés pour les interventions et ça faisait partie du plaidoyer. Et ça, et si vous voulez, c'est donné à toutes les parties prenantes. Engagement régulier avec toutes les parties prenantes dans le comté qui répondent aux urgences à ce moment particulier également. Coordination de la part du gouvernement, cofinancement d'activités. Par exemple, quelquefois, quand on atteint les services grâce au système du gouvernement, on avait la complémentarité d'autres partenaires au sein du comté qui nous ont rejoints. Et un partenaire, si vous voulez, était intégré. Et lorsqu'il y avait des coupures, par exemple, dans les endroits très, très, très reculés, euh, donc les personnes étaient plus de 20 km, 50 km des services de santé. Mais grâce au gros financement, ils ont mis en commun les ressources et ils ont pu donner les services parce qu'il y a eu une mise en commun. Donc, par exemple, il y avait des trous de forage qui ont été faits, lorsqu'il y avait, si vous voulez, plus d'eau, il y avait la sécheresse. Et un autre partie prenante est venu, si vous voulez, faire ces puits de forage. Et ça a donné l'accès à la communauté au service de l'eau. Un autre facteur de succès, c'est les cadres de politique. Par exemple, donc projet de loi politique et cadre. Par exemple, c'est utile. Donc, plan de développement intégré qui est utilisé par le gouvernement, c'est les documents qui sont utilisés par le gouvernement pour planifier et ça le, donc, leur montrer où sont les priorités du gouvernement. Et ça nous aide à nous donner, si vous voulez, un accent, à nous concentrer. Et intégrer également action de nutrition intégrée, plan de développement intégré pour le comté, également. Également, les services, également la loi sur les services de santé communautaire. Euh, donc, si vous voulez, ça nous aide en tant qu'aide à la santé, ça aide si vous voulez, au sein de la communauté parce qu'il a évidemment des politiques, la disponibilité de ces politiques qui sont augmentées au niveau local grâce à la collaboration, les ressources sont augmentées parce que le gouvernement a un mandat de donner des ressources pour ses activités par rapport à ses politiques. Donc, si vous voulez, fonds de développement économique, alors ça, c'est même au niveau du sous-comté. Donc, si vous voulez. Donc, il y a des lois, si vous voulez, pour le développement. On regarde les ressources pour les communautés locales. Où est-ce qu'on peut faire des activités. Évidemment, il y a également développement de l'enfance, loi sur l'éducation. Le gouvernement a un mandat de donner du financement pour la nutrition, par exemple, programme de nutrition dans les écoles, au niveau scolaire. Et si ces cadres n'étaient pas disponibles, le gouvernement n'aurait pas ce mandat de fournir des services. Et grâce également à grâce à ce projet de loi,
Il y a également, si vous pour nous, c'est un outil de plaidoyer, parce qu'on utilise cela pour souligner les besoins pour les communautés locales et les besoins d'allouer les ressources à ce niveau de gouvernance. Et également, intégration d'activités de nutrition dans le plan annuel pour, au niveau départemental, dans différents secteurs. Dans par exemple, il y a des programmes pour nourrir les élèves dans les écoles. On a des activités clés de nutrition dans ce secteur. Comment est-ce qu'on peut augmenter, par exemple, les systèmes alimentaires au niveau de la communauté? Au niveau de la communauté, comment améliorer l'accès à l'eau, également, renforcement des capacités, plateforme stakeholder, partenaires, multipartenaires, euh, également renforcement des capacités des membres de l'Assemblée du comté, ceux qui peuvent légiférer et s'assurer que ce secteur qu'on prend de soin de ce secteur au niveau de gouvernance locale. Également, il faut une bonne volonté politique, engagement des dirigeants. Donc, si vous voulez impliquer les dirigeants du comté au niveau local, les inclure et qui comprennent l'ordre du jour de la nutrition. Donc, vous savez, si vous voulez, on a un groupe de coordination, qui est le président, c'est le responsable du gouverneur, c'est le gouverneur, donc gouverneur-gouvernement. S'il n'y a pas de gouverneur également, c'est le co-gouverneur ou le représentant du gouvernement national ou le commissaire du comté. Et donc, si vous voulez également allouer les ressources, également déverrouiller les ressources également pour les interventions sur la nutrition. Donc, malgré le plaidoyer, évidemment, il y a d'autres priorités qui sont en compétition. Par exemple, le développement des infrastructures, c'est un des domaines qui a été souligné plus tôt. Donc, si vous voulez, lorsqu'on a très très peu de ressources, le gouvernement, si vous voulez, construit des écoles, construit des routes, le réseau de routes, c'est toujours un défi pour nous. Donc, les ressources sont toujours inadéquates. Et il y a toujours et il y a toujours un niveau si vous voulez, à ce niveau de gouvernance au Kenya, c'est-à-dire on parle du comté ou du sous-comté. Si vous voulez, il y a des décaissements très importants. Également, la mise en œuvre des programmes coûte beaucoup, beaucoup d'argent parce qu'on est dans des zones arides, semi-arides. Donc, ces deux comtés où il y a ce sont des lieux, des endroits très, très, très vastes. Également, il y a des réseaux de communication par la route de connectivité qui sont très difficiles. Il y a aussi une population qui est vraiment dit, c'est certains endroits, certaines zones sont très peu peuplées, euh, et donc également donc on utilise la surveillance, mais euh, on a du plaidoyer dont le moteur sont les données. On a des nouvelles preuves par rapport à cette surveillance. Et si vous voulez, on a vraiment des interventions fondées sur des données probantes. Et donc, ça nous aide à faire de planification anticipatoire, des scénarios de planification anticipatoire, où on anticipe qu'est-ce qui va se passer lors de ces 3 prochains mois. Et c'est partagé avec toutes les parties prenantes, y compris le gouvernement, pour allouer les ressources. Et ça nous aide dans nos actions, dans notre réponse. Euh, et ça nous aide à être efficaces. Et donc, ça fait que, si vous voulez, avoir un meilleur rendement. Également, il faut évidemment une bonne volonté, un bon leadership pour ces activités de soutien à la nutrition, mécanisme de coordination de la nutrition multisectorielle, grâce à cet engagement de différents secteurs, l'éducation, dans l'eau, l'agriculture. Donc, les partenaires également complémentent les efforts gouvernementaux
Et on a également un engagement sur un forum virtuel pour s'assurer que nous avons un engagement régulier. Quand on a eu le Covid-19, par exemple, on a utilisé Google Meet euh, lors de cette pandémie, et Zoom, Google Meet, etc., et d'autres forums virtuels qu'on utilise tellement souvent parce que on n'a pas, là, ça ne demande pas beaucoup de ressources pour se rencontrer d'un endroit à l'autre. Et donc, si vous voulez, et c'est très pratique. Et donc, on a des réunions de coordination régulières et également les réunions si vous voulez, de groupe directeur. Euh, Également, la clé, c'est vraiment le partenariat et la collaboration entre les partenaires à ce niveau. Recommandations clés, soutien continu des capacités afin d'améliorer euh, le plaidoyer, c'est vraiment nécessaire parce qu'on doit vraiment, si vous voulez, on doit toujours, si vous voulez, instiller, si vous voulez, ce soutien. euh, Réseau de coordination multisectorielle, renforcement des capacités pour augmenter les compétences de mobilisation des ressources par rapport aux parties prenantes, accompagné évidemment de plateformes multisectorielles institutionnalisées à ce niveau, comme c'est indiqué également, euh, groupe de direction, rotation du groupe de direction par le comté pour la nutrition, et même au niveau de la communauté, si vous voulez, lorsque les communautés peuvent s'asseoir et dire quelles sont leurs priorités en matière de problèmes qui se posent lors de la participation publique. Le gouvernement doit vraiment donner le pouvoir au peuple parce que le pouvoir doit être avec le peuple. Et donc, si vraiment ces communautés sont habilitées, euh, responsabilisées, dans ce cas-là, c'est vraiment important que ces coordinations soient ces programmes de coordination soient institutionnalisés et s'assurer également que les forums de coordination sont disponibles au niveau communautaire et qu'ils sont adaptés pour que ça continue à fonctionner. Et également, on a vu que les projets de loi, les cadres pour le gouvernement, c'est vraiment essentiel pour aussi pour utiliser les ressources du gouvernement et que les priorités du gouvernement sont également, on leur donne la priorité avec les parties prenantes au sein du comté. Avoir des plans avec le gouvernement par rapport aux documents gouvernementaux, euh, euh, dire quelles sont les priorités du gouvernement, également les expliquer, avoir une complémentarité avec nos parties prenantes, et ça augmente l'efficacité. Également, pour fournir les services, également, ça a un impact sur les communautés. Également, on a des politiques qui ne sont pas finales, qui ne sont pas encore opérationnelles. Et on a à commencer à parler, par exemple, dans le comté de Marsabit, par exemple, on a, si vous voulez, une politique de nutrition et de sécurité alimentaire dans le comté. Et c'est toujours une ébauche, mais ça va être finalisé. Ce document est important, essentiel, parce que ça donne un mandat au gouvernement pour allouer les ressources et pour dépenser cela à des activités de nutrition. Je vous remercie beaucoup. Merci aux organisateurs de ce programme. C'est une super plateforme et ça nous donne l'opportunité de partager nos expériences, même à ce niveau local. Et donc, s'il y a des questions, euh, je vais y répondre lors de la séance questions-réponses. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, David. Cette présentation était vraiment complète. Simplement, pardon, pardon. Simplement, je veux vraiment remercier les partenaires qui travaillent avec nous. Euh, et donc, donc, voilà les partenaires qui travaillent avec nous. On est très, très, très reconnaissants pour leur contribution, le soutien qu'ils nous donnent au niveau local. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, David. Maintenant, on va passer au prochain pays. Merci d'avoir partagé cette expérience du Kenya, des comtés du Kenya, avec ses approches multisectorielles, démarches multisectorielles, et que les expériences uniques que les autres peuvent répliquer. Et maintenant, Georgina Wana, admineur principal du programme, Alliance de la société civile pour la nutrition en Ouganda, SINASU. Vous allez maintenant prendre la parole pour partager l'expérience de l'Ouganda. Et s'il vous plaît, faites en sorte que votre présentation ne dure pas plus de 10 minutes, sinon on devra vous couper. Et donc, sinon, on va vous couper la parole et on devra passer au prochain segment. On aimerait vraiment avoir assez de temps pour les questions-réponses parce que c'est vraiment une opportunité pour nos partenaires pour poser des questions et partager les contributions. Je vous donne la parole, Georgine. Merci beaucoup, Stéphie.
bon après-midi et merci à tous ceux qui nous rejoignent pour ce webinaire. C'est vraiment un plaisir de vous rejoindre et d'avoir cette expérience avec vous. Donc, Alliance de la société civile pour la nutrition en Ouganda, je m'appelle Georgine Obwana et je travaille pour donc l'Alliance de la société civile pour la nutrition en Ouganda, SINASU. Et, et pour l'instant, je parle de Kampala. Je vous parle de Kampala, il y a beaucoup, beaucoup de nuages. Donc, la société civile de Uganda s'appelle c'est ce, rassemble un certain nombre d'organisations gouvernementales. Et donc aujourd'hui, et d'organisations de la société civile. Et aujourd'hui, je vais vous parler de renforcer la nutrition par la mobilisation des ressources stratégiques et également sur une expérience de ce qui est notre trajectoire. Donc, dans ce processus, je vais vous parler d'un certain nombre de choses, mais tout d'abord, je vais partager trois choses avec vous. Et donc, si vous voulez, pour augmenter le travail du réseau, parce que si vous voulez, un certain nombre d'organisations s'est rassemblé, un groupe de personnes, femmes, jeunes et enfants, et ainsi que des personnes avec des handicaps. Donc, on essaie d'utiliser leur expertise pour pouvoir, si vous voulez, avoir un effet de levier pour mettre en œuvre un certain nombre de projets sous l'égide du CCA. Et donc, si vous voulez, donc, avec ces parties prenantes, ce réseau, on a essayé de, si vous voulez, de mettre en place des pratiques que je vais mentionner alors que j'avance, mais il y a eu donc cette opportunité, si vous voulez, pour Sisano. Et donc, c'était vraiment merveilleux parce que ça nous a une opportunité de construire des alliances avec d'autres organisations non gouvernementales, de le groupe SINASU, de groupes de la société civile. On a appris beaucoup de leur part, meilleures pratiques et également rassembler les efforts et rassembler nos ressources pour arriver aux objectifs pour mettre fin à la malnutrition en Ouganda. Donc la deuxième chose, c'est si vous voulez, le média. On a, si vous voulez, médias gagnés, les médias gagnés. On a une relation très très forte avec les médias pour le plaidoyer. Et on ne peut pas faire de plaidoyer sans les médias parce qu'il faut vraiment montrer le travail que l'on effectue aux personnes. Donc on a amené les médias, si vous voulez, lors de la mise en œuvre des projets parce que on a pu, si vous voulez, faire ressortir les questions par rapport à la nutrition en Ouganda et également donner de l'attention, si vous voulez, aux décideurs politiques à cause, parce que, on leur donnait des informations et évidemment, ils devaient revenir vers nous par rapport à ça. Et donc également, on a eu aussi beaucoup de soutien public et ça, c'était génial. Et si vous voulez, ça c'était par rapport à la redevabilité. La redevabilité, c'est qu'on est tous les uns les autres responsables dans le réseau, mais également, on pousse également les décideurs politiques et on a pu s'asseoir et parler de tout cela parce que les médias ont vraiment fait ressortir des questions claires et également, si vous voulez, présenter des choses aux décideurs politiques, également le financement. Bon, maintenant, on va parler d'argent. On a sécurisé des subventions de cette manière. Et et si vous voulez, une des plus importantes, c'était de Gresham Shield Trust Fund et de Population Action International. Et c'était très, très, très intéressant. Et ça a été couronné de succès. Et c'était le plaidoyer pour la mise en œuvre des engagements pour le plan d'action sur la nutrition en Ouganda. Donc, on a parlé également de l'allaitement maternel, et également la prise de fer, l'apport en fer. C'est vraiment critique, si vous voulez, dans les populations clés comme les femmes, les enfants. Euh, donc, on a contribué, si vous voulez, ça a contribué à ce que 80% des forces de travail en Ouganda euh, se retrouvent dans une meilleure situation. Prochaine diapositive. Donc, si vous voulez, résultats clés. no- donc, si vous voulez, il y avait des initiatives, mais un des projets intéressants, et on avait on avait des organisations qui avaient des réflexions similaires aux nôtres pour mettre fin à la malnutrition en Ouganda. On a pu se rassembler et également être clair, mais également avoir un engagement pour faire le plaidoyer, surtout pour
pour cette mise en œuvre de cet engagement dans ce plan d'action Nutrition Ouganda, plan 2, va bientôt se terminer maintenant. C'était surtout sur l'allaitement maternel, le fer et les vitamines A. Et ça souligne, ce qu'on souligne, c'est que la majorité des organisations pouvaient avoir un plan de travail et l'inclure, mais également, si vous voulez, rédiger un budget pour faire avancer les choses et également avoir un élan pour que pour si vous voulez avoir également un projet de loi pour les membres privés sur l'alimentation, la nutrition dans le pays. Cette loi, si vous voulez, traînait, était ne décrochait pas depuis 2008. Et maintenant, on aura bientôt la première ébauche qui va passer au Parlement. Et c'est vraiment merveilleux, ça, pour nous également. Il y a eu beaucoup d'intérêt de la part des médias sur l'ordre du jour de la nutrition dans le pays. C'est très apprécié. La nutrition, ça affecte tout le monde, hein, de manière transversale. Il n'y a pas de ségrégation. Donc, si vous voulez, on voulait leur donner des informations depuis l'étape de planification. Et si vous voulez qu'on devienne, si vous voulez, les champions de la nutrition en Ouganda, il y a des donateurs côté merveilleux. Donc, ils ont mis des ressources d'une manière ou d'une autre. Également, les, les- et engagement des parties prenantes pour également. Donc, il y avait des parties prenantes du décideur politique du gouvernement. Donc, on a eu la société civile, la jeunesse, des personnes avec des handicaps. Il y avait, si vous voulez, il y avait vraiment une grande gamme de personnes qui se sont rassemblées et qui se sont engagées. Et c'était vraiment pour créer une mise en commun d'une expertise, de connaissances, et de financement également, construire des synergies. On n'a on a, on n'a pas travaillé indépendamment en silo, on a travaillé avec un certain nombre d'organisations et pour les ressources, un certain nombre d'organisations qui font partie également du réseau CSA. Donc, construire des synergies et également mobilisation des médias robustes. Parce on avait besoin des médias pour le plaidoyer, pour avoir les médias euh, qui pouvaient partager les informations et lorsqu'il y avait également des problèmes. Et pour que ce soit compris également par les personnes. Et c'est comme ça également que ça peut avoir un impact en fin de compte. Pour les ressources, y compris et pris également les contributions utiles. On a tiré avantage de cela parce que ce n'est pas une question d'argent uniquement, c'est aussi une question de temps. Le temps qui nous est accordé, alloué dans les médias. Donc, on avait des espaces médias, par exemple, des médias traditionnels, les médias conventionnels. Également, on a eu des dialogues, on a pu se parler les uns et les autres, se comprendre, avoir des tables rondes euh, et présenter ces questions dans de grandes parties du pays. Prochaine diapositive. Donc, euh, donc, évidemment, il y a eu des défis auxquels on a dû faire face. Et je crois que c'est des. Donc, si vous voulez, l'espace était décroissant parce qu'il y avait des exigences bureaucratiques opérationnelles et dans l'espace africain. Parce que, mais si vous voulez, il y a beaucoup de technicalités, beaucoup de processus bureaucratiques, parce que quand les gouvernements, évidemment, opèrent, ça prend beaucoup de temps et de ressources. Donc, si vous voulez, la mobilisation des ressources est entravée à cause de cela, mais également, ça a un impact sur le plaidoyer pour une meilleure nutrition. Donc, l'aspect de la coordination multisectorielle. En Ouganda, c'est la situation depuis très longtemps. Depuis des dizaines d'années, on a des champions, des ambassadeurs. Mais si vous voulez, s'il y a du remaniement, il y a des remaniements ministériels. Vous savez qu'avec les gouvernements, il y a toujours des remaniements ministériels. Et donc, les personnes sont là, mais elles ont des fois différents états d'esprit. euh, et ça ne leur donne pas l'énergie de faire avancer certaines choses. C'est-à-dire qu'on avance d'un pas, on recule de deux pas. Et ça devient un défi à relever. Et également, l'intérêt fort des multiples donateurs. Donc, si vous voulez, on a des groupes
qui ont beaucoup, beaucoup de financement qui vient, mais qui poussent parce qu'ils ont une cause très particulière qu'ils veulent défendre. Mais ça nous mais si vous voulez, mais par contre, ils ont, si vous voulez, des causes très particulières qu'ils veulent défendre et donc ce que l'on essaie de faire en Ouganda, c'est qu'on essaie d'avoir une intégration et travailler dans les mêmes espaces pour avoir, si vous voulez, des ordres du jour similaires, tous. Également, si vous voulez, donc si vous voulez, effet de levier des partenaires, c'est la plus grande force surtout de nos partenaires. Donc, on a pu utiliser des ressources d'organisation, pour travailler avec eux également, créer, une sensibilisation, des médias, c'était très, très, très important. On n'aurait pas pu le faire sans les médias. Recherche également très importante, recherche basée sur les données, des publications également que vous verrez en ligne, sur les recherches que nous avons publiées et les recommandations également, enseignements tirés, pardon, recommandations. Heu Donc également, ah oui, mon collègue dit également, recherche, des opérations sur l'engagement. Parce que c'est là qu'on peut articuler ce que l'on veut, envers pour les donateurs, et c'est là qu'ils donnent leur soutien. Parce que également, vraiment, de nouveau, construire une relation avec les donataires. Les donateurs. Il faut vraiment qu'on se de manière opportune. C'est-à-dire faut toujours, toujours, faut vraiment qu'on se comprenne avec les donateurs également, qu'on ait des médias continus, qu'on ait des médias numériques, traditionnels et numériques pour le plaidoyer. Euh, par exemple, par exemple, avec les organisations de la société civile, il y a eu beaucoup d'informations au jour à jour, d'informations exactes, précises. Et donc, ça a pu, euh, ça peut vraiment nous aider. Et merci beaucoup. Et maintenant, je serai heureuse de répondre à toutes vos questions. Je vous donne la parole. Merci beaucoup, Georgine. Merci pour ces recommandations de l'expérience de l'Ouganda. Donc, construire un partenariat stratégique avec les médias, et les médias évidemment traditionnels, également numériques, donc numériques et non numériques, pour influencer les décideurs politiques, qui sont très importants pour faire avancer l'ordre du jour de la nutrition. Maintenant, le Venezuela, ça se passe en anglais. La personne va parler, le présentateur, le conférencier va parler en espagnol. Donc, allez dans le donc les anglophones, allez dans le canal anglais. Anglophones, allez dans le canal anglais parce que et maintenant je donne la parole au docteur Maria Teresa Modello. Et donc, Association civile pour la promotion du développement populaire, FUDEP. Association civile pour la promotion du développement populaire, FUDEP, docteur Maria Teresa Nordello, qui va parler en espagnol. Merci, merci beaucoup de m'avoir invité. Merci beaucoup de m'avoir invité à ce webinaire. Euh, Et donc, je suis médecin et il y a 35 ans que j'ai eu mon diplôme de l'Université centrale de Venezuela et je travaille pour l'instant dans mon organisation qui est l'association civile pour la promotion du développement populaire. Depuis 17 ans, je travaille avec cette association civile pour la promotion du développement populaire. Et il y a 17 ans, qu'on avait des projets qui étaient déjà en cours, et dans des projets pour la responsabilité sociale, pour les compagnies privées. Donc, euh, donc si vous voulez, basé sur la crise humanitaire complexe qui se passe au Venezuela, si vous voulez, on a commencé, depuis les 6 dernières années, on a commencé avec des projets humanitaires. Donc, mon organisation pour la promotion du développement des peuples, a été établi il y a 34 ans par 3 missionnaires. Et mon organisation et l'objectif, c'est vraiment de faire face aux raisons structurelles de pauvreté au Venezuela, donner des réponses aux besoins basiques de la population pour contribuer au changement social. Et bien sûr, contribuer pour la justice sociale pour la majorité. Dans cette organisation, qui a été fondée par 3 femmes,
la plupart de notre personnel sont des femmes et on est très très fiers de ça, que ce soit des femmes, la plupart de notre personnel. Donc, euh, donc nous allons parler de la stratégie, des stratégies, les stratégies qui ont été mises en œuvre par l'organisation FUDEP depuis 2018 jusqu'à présent dans le sud du lac, dans le sud du lac Maracaibo, État de Zulia. Et c'était un État qui était à qui on a donné la priorité de notre groupe dans notre pays. Un État frontalier, la frontière avec la Colombie. Et bien sûr, il y a des situations particulières qui se passent dans cette zone, dans le sud, si vous voulez. On travaille dans la municipalité de Catatumbo, Centrum, Berija et Colón. Et il y a un et il y a un très très haut niveau de peuples autochtones, beaucoup de peuples autochtones. Avec ces interventions, on a pu servir cette population euh, pour la nutrition, la santé, accès à l'eau, au assainissement et hygiène, sécurité alimentaire et subsistance. Mais en 2020, on a commencé avec un projet de nutrition et basé là-dessus. Et, et avec le composante de la nutrition, on a pu déterminer le contexte de, par rapport au le contexte des besoins de cette zone. Et ça nous a permis de créer des projets qui peuvent répondre aux besoins de ces groupes. Et par rapport aux résultats clés, donc, donc si vous voulez, et c'est vraiment une raison d'être fier, on a des informations vérifiables sur sur le contexte nutritionnel de toute la zone d'intervention. Nous avons des communautés clés, des acteurs clés de la communauté. On a fait de la sensibilisation sur les questions de nutrition et c'est la preuve. La preuve se trouve dans la population générale parce qu'on a vu des améliorations, par exemple des améliorations dans les pratiques sur la nutrition. Et nous avons pu voir une, à travers une meilleure récupération des enfants qui avaient moins de 59 mois et des femmes. Récupération plus rapide et durable après un traitement thérapeutique, enfants de moins de 59 mois et femmes enceintes et allaitantes qui avaient fait une thérapie de récupération. Donc ces facteurs, pour avoir atteint ces résultats, si vous voulez, on a travaillé, FUDEP, on a travaillé d'une approche particulière en partenariat et une alliance et avec évidemment une stratégie de localisation. Donc, on a utilisé des talents locaux. Donc, on essaye de faire en sorte que tout notre personnel dans le projet et, et les projets développés dans ces zones, on veut que ce soit du personnel local. Et donc, nous avons conduit des identifications et sensibilisations ou formation des acteurs clés dans ces communautés. Et on a mis l'accent on a mis l'accent sur les gouvernements locaux, euh, les centres éducatifs, les centres de santé, euh, les autorités indigènes, les églises, entre autres institutions. Et on en a pu contacter également, sensibiliser et donner de la formation. Et également, sur cette composante de la nutrition, c'est toujours en conjonction avec d'autres composantes clés. Donc, on a réalisé qu'il y a travaillé sur la composante nutrition, toujours en conjonction avec d'autres composantes clés, pour avoir, si vous voulez, une récupération durable. Et donc, on parle de santé, on parle de assainissement et hygiène, protection, sécurité alimentaire et moyens de subsistance.
Donc, un, quels sont les défis à relever? Alors, si vous voulez, c'est une zone où il y a beaucoup de vulnérabilité, surtout il y a une forte vulnérabilité de la région aux catastrophes liées au climat. Par exemple, il y a des situations, par exemple, pendant la saison sèche, par exemple, on a des, on a des, lors de la saison des pluies, on a des inondations et lors de la saison sèche, on a de la sécheresse. Il y a des présences de groupes armés qui contrôlent le territoire et également présence de trafic de drogue, de gangs qui sont dans le trafic de drogue. On a la preuve également de, de trafic d'êtres humains parce qu'il y a des scénarios où ils peuvent traverser la frontière. C'est une frontière très perméable. Ouais. Et donc, c'est des zones très, très, très reculées, des zones reculées présentant des difficultés d'accès terrestre et aérien, accès à suffisants services de télécommunication, pas d'aéroport. Ils doivent aller dans l'État frontalier et, le, pour le transfert par la route est très difficile. Il y a également un accès à suffisants services de télécommunication et également des, il y a vraiment un gros problème de manque de services de nutrition et de santé mentale. Donc, si vous voulez, donc c'est très important. Bon, c'est pas sur la diapositive, mais c'est également très important. On a, en tant qu'organisation locale, ce qui est très important, c'est les défis liés au financement. Beaucoup de fois, le Fonds monétaire, euh, le Fonds monétaire international, c'est très difficile pour eux d'avoir accès à notre organisation. Et ça amène à des retards dans les activités. Et bien sûr, euh, et bien sûr c'est difficile quand on a des dates limites. C'est difficile d'être en accord avec les dates limites quand on a des interventions. Quand on a, donc, ce que l'on a fait pour combattre ou faire face à ce défi, est-ce que l'on recommande à nos partenaires ou membres, notre organisation, ce que l'on recommande, c'est vraiment stratégie de prévention et d'atténuation des catastrophes. Donc, euh, et surtout lorsque l'on travaille avec, si vous voulez, l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Par exemple, nous, on a dû faire face à la sécheresse. euh, et on a donc, par exemple, on a creusé des puits d'eau, formation également, et des stratégies. Quoi faire, par exemple, quand on a des inondations, qu'est-ce que l'on doit faire? Donc, par exemple, nous avons un partenariat local. On a du soutien d'organisations locales. On travaille avec des talents locaux et ça nous aide à fournir des alertes précoces sur le risque de conflits armés également. Donc, et de transport terrestre. Et on le fait avec, avec des fournisseurs de transport locaux fiables pour le personnel de l'équipe et également pour le transport des fournitures que l'on utilise dans la mise en œuvre. Et on le fait avec on fait ça de manière très, très, très discrète, avec très peu de visibilité. Quelquefois, on a eu, par exemple, utilisation de fournisseurs de télécommunications. Par exemple, on- des fois, on va sur les lieux de l'intervention et on le fait avec des organisations compagnies de télécommunications de Colombie, par exemple, parce que eux, ils arrivent à atteindre ces zones plus facilement que nous. Même si ces zones sont au Venezuela, quelquefois, utiliser des fournisseurs de télécommunications colombiens, ils arrivent mieux à atteindre ces zones que nous. Ou par exemple, également pour les services de la santé mentale. On a eu assez de chance. euh, on, on a eu si vous voulez,
Et on a eu toujours également, si vous voulez, même avant la crise, on a toujours eu des fonds d'épargne pour les contingences. Donc, si vous voulez, pour ces projets humanitaires, on a toujours eu donc des fonds d'épargne pour les éventualités, pour les contingences, pour les événements imprévus. Et donc, maintenant, on a pu utiliser cela lorsqu'on avait des événements imprévus financiers, lorsqu'on n'avait pas les ressources qui arrivaient à temps. Et donc, on fait ça, on utilise cela pour utiliser des médicaments ou des traitements pour que, pour, pour commencer au début des activités ou pour que le début des initiatives ou des activités ne soit pas, si vous voulez, retardé. C'est une bonne pratique. Et si vous voulez, toutes les organisations devraient avoir ce type de fonds. C'est la meilleure pratique. Tout. Donc, dans cette présentation, si vous voulez, j'espère que j'ai répondu à vos attentes et je remercie l'organisation et les participants. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, docteur, pour votre présentation. Maintenant, merci beaucoup également d'avoir partagé l'expérience du Venezuela. Nous aurions le temps également de parler de cette expérience de la séance questions-réponses. Et maintenant, nous allons ouvrir. Bon, on n'a plus beaucoup de temps qui nous reste, mais on va ouvrir la séance de questions-réponses. Donc maintenant, c'est un espace d'échange questions-réponses. Donc maintenant, je donne la parole à ma collègue Marie, qui est, qui est sous les co-présidente du groupe de travail communication et plaidoyer et consultante au Pôle mondial de la nutrition. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les conférenciers. Merveilleuse présentation, c'est vraiment apprécié. Et je ne vais pas beaucoup parler, si vous voulez. Donc, questions. Si vous avez des questions que vous n'avez pas eu la chance de parler dans, euh, vous allez nous les envoyer par email pour être sûr qu'on répond à ces questions. Donc, si vous avez des questions que vous n'avez pas pu mettre dans la question et réponse de la boîte questions-réponses, vous mettez ces questions par email pour qu'on y réponde, s'il vous plaît. On a une question de la boîte de conversation. Euh, Georgine. Georgine, posez la question. C'est une question qui a été posée par Abdul. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment les médias sont utilisés pour augmenter la visibilité des acteurs locaux. Super question, parce que ça peut être transféré à toutes les questions dans tous les contextes. Donc, Georgine, si vous voulez répondre à cette question. Oui, merci, merci beaucoup. Donc, si vous voulez. Donc, si vous voulez, on a des médias, si vous voulez, qui appartiennent à la communauté. Donc, dès le début, ils ont rejoint l'espace de plaidoyer. Par exemple, dans ce qu'on avait l'intention de faire dans le projet, euh, pas uniquement pour couvrir le récit, mais pour faire passer de cette initiative par rapport à la cause. C'est-à-dire, ils ont pu partir, articuler, parler avec le public de ce qu'ils avaient compris de la cause que l'on voulait défendre et les personnes ont été intéressées pour faire partie de cela. Donc, c'est une visibilité. Ils ont pu partager les informations pertinentes et par rapport aux questions clés qui devaient être communiquées au public et par rapport aux décideurs politiques spécifiques également. Merci beaucoup. Et je rappelle à tous nos participants que questions-réponses. Donc, si vous ne pouvez pas mettre vos questions dans la boîte de questions-réponses, envoyez des emails. Pour l'instant, on n'a plus de questions, mais vous nous envoyez des emails si vous voulez. Euh, si vous avez des questions après les présentations, si vous voulez. Peut-être que vous devez réfléchir à la présentation, que ça doit un petit peu, si vous voulez, que ça doit un petit peu mariner dans votre esprit et après vous poserez des questions plus tard. Et je vais redonner la parole à Stéphanie qui va terminer ce webinaire aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Je remercie nos invités et nos invités participants, nos participants, nos conférenciers de nous avoir rejoints aujourd'hui. On va partager la présentation, l'enregistrement de la séance, des séances aujourd'hui, dans des prochains jours. Et ensuite, après avoir finalisé le webinaire, vous aurez l'opportunité de partager vos commentaires. On a fait faire un sondage rapide. Sentez-vous libre, s'il vous plaît, euh, de remplir ce sondage, cette enquête.
et on vous enverra ça par email également lorsqu'on vous enverra les ressources de ce webinaire. Donc, on apprécie beaucoup les contributions et les commentaires que vous pouvez nous donner pour que l'on s'améliore dans nos prochains webinaires. Je vous remercie de nouveau et on vous souhaite également à tous une très bonne fin de semaine et également, vraiment, on vous souhaite le meilleur pour les vacances de fin d'année. Je vous remercie.